Docteur Dalvaris Ngudjou, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Le Mali qui célèbre la commémoration de son indépendance, la 64e du genre. Pourrez-vous dire, docteur Ngudjou, sans embâche, que le Mali, depuis 2021, a fait du chemin? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, et notre copain de l'autre côté. Oui, le Mali a célébré il y a cela à peine quelques jours son 64e anniversaire relatif à son indépendance, et on peut dire qu'il y a du chemin qui a été parcouru en très peu de temps depuis que le régime des militaires est arrivé au pouvoir. On peut remarquer quand même qu'il y a eu des changements sur tous les aspects. Peut-être certaines personnes auraient voulu que cette célébration soit marquée par le sang, par le même, soit marquée par la chute du régime. D'autant plus que quelques jours avant, notamment le 17, donc 5 jours avant, il y a eu une attaque à Bamako. Il y a l'école de la gendarmerie qui a été attaquée, il y a l'école de douane qui a été attaquée, il y a un camp militaire qui a été attaqué, au sein même de l'aéroport, qui font donc que le Mali, c'est une nation des Niederlande, sont les infrastructures stratégiques qui ont été attaquées. Peut-être que des gens voulaient justement faire tomber le pouvoir actuel à Bamako, mais toujours est-il que les forces du Mali, les ancêtres du Mali ont été du côté du peuple, ont été du côté des autorités, et en quelques heures, tout a été sous contrôle. Ça montre qu'en fait, le chemin a été fait au niveau de la sécurité. Car n'oublions pas que sur cet aspect-là, un des aspects qui a été abordé par le colonel Goïta, le Mali était pratiquement une passoire avant que les militaires n'arrivent au pouvoir. C'est des hélicoptères que l'on a achetés aux colons français et qui ne fonctionnaient plus depuis belle lurette. Et des hélicoptères qui étaient pratiquement payés avec de l'argent dans des sacs, vraiment évitant tout norme en matière de transfert financier. C'est des soldats maliens qui fuyaient littéralement devant l'avancée des terroristes qui étaient soutenus par certaines puissances. Et pire, c'était quand nous sommes dans un contexte où pratiquement au Mali, beaucoup de puissances des forces de l'OTAN y séjournaient, notamment la France, notamment les Allemands, notamment les Italiens, etc., etc. Et on ne voyait pas l'efficacité de ces forces sur le terrain. De temps en temps, pire, c'était que le Mali était marqué par des événements tragiques. Je n'ai pas besoin de revenir sur la célébration de mariage qui avait été touchée par des missiles de l'OTAN, soi-disant c'était des djihadistes au nord du Mali, etc., etc. Mais quand le pouvoir des militaires est arrivé, il y a quand même certaines accalmies. Mais au-delà, quand même, le Mali a pu conquérir une bonne partie de son territoire qui était pratiquement de fait administré par des rebelles Touaregs qui se revendiquaient ou qui revendiquaient leur indépendance. Là, ce sont quelques aspects qu'on peut soutenir au niveau sécuritaire. Et là, on a pu voir la force du Mali. Je n'ai pas besoin de revenir sur les fantassins qui sont de plus en plus formés, sur le matériel militaire de qualité, sur ces aspects-là. On peut dire que le Mali le Mali a fait des choses. Mais à mon avis, un des aspects qu'on ne peut pas oublier, c'est que, vous savez, quand le collègue Goïta et ses camarades ont pris le pouvoir, beaucoup de personnes, je n'ai pas besoin de revenir sur la sortie d'un président de la sous-région, le président Ouattara, pour ne pas le citer, qui disait carrément que le pouvoir au Mali, suite aux sanctions, ne pouvait rester que pour quelques semaines. Oui. Pourquoi? Parce que le Mali, selon le président Ouattara, grand économiste, n'avait pour parrain, n'avait de soutien que la Russie, et que pour lui, la Fédération de Russie, l'économie de la Fédération de Russie était comparable à l'économie de l'Italie. En termes simples, la Russie elle-même n'avait pas assez de ressources pour pouvoir soutenir un pays comme le Mali. Nous sommes aujourd'hui en train de faire un bilan des années après. On a comme impression que le Mali en particulier et d'autres États de l'AES se portent beaucoup mieux que certains pays de la sous-région. Or, vous avez bien noté que dans le discours du président Goïta, il fait allusion au recouvrement. Vous savez, pendant longtemps, pour que l'État malien puisse faire face à ses responsabilités, même salariales, il fallait tendre la main à l'étranger, notamment aux colons français, soit par l'AFD, soit par d'autres soutiens à l'étranger. Malgré les sanctions, malgré qu'aujourd'hui, beaucoup de poches budgétaires du Mali ne sont plus soutenues par les étrangers, le Mali s'en sort. Le Mali paye ses salaires.
l'État fonctionne. Et puis, voilà, au-delà, tout au long de l'année, de cette année, l'État, comme le président Goïta le soulignait, l'État malien a pu recouvrer 1291 milliards, si mes chiffres sont exacts. Or, pour un pays qui ne fonctionne pas, ce n'est pas possible de pouvoir recouvrer une telle somme au niveau fiscal, alors que le colon avait tout fait. Notons que pendant ce temps, le colon fait tout pour pouvoir casser le Mali. Je n'ai pas besoin de revenir sur un aspect qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a une petite crise de sécurité à la frontière algéro-malienne qui, dans beaucoup de cas, bénéficie du soutien d'un certain nombre de puissances. Même quand on parle que les gars ont attaqué l'aéroport de Bamako et que ce seraient les islamistes, vous et moi, nous savons qu'en fait, ce ne sont que des soldats ou des éléments qui sont utilisés par les puissances coloniales pour pouvoir déstabiliser le Mali. Je veux dire, si on regarde ces aspects-là et d'autres aspects, notamment dans l'agriculture ou la santé, on peut dire que le Mali vient de loin et que le Mali est en train de pouvoir réaliser en très peu de temps ce que plus de 60 ans, les pouvoirs successifs passés à la tête du Mali, dont la plupart étaient affiliés aux colons, n'ont pas pu réaliser. Donc, pour le moment, c'est quelque chose de louable qui est en train d'être fait au Mali et c'est quelque chose que nous devons féliciter. Merci. Docteur Dalvaris Ngoudjou, en août dernier, on constatait encore la livraison de l'eau, on va le dire ainsi, de matériel russe sur le territoire malien. On constate aussi l'appui des pays de l'AES, à savoir le Burkina Faso et le Niger, sur le côté, sur le plan sécuritaire, sur le territoire malien, avec cette armée conjointe aujourd'hui qui a été créée pour lutter contre le terrorisme. Bien avant, il y avait déjà cette force conjointe qui existait entre le Burkina Faso et le Mali pour lutter contre l'insécurité sur le territoire malien. Pensez-vous que toutes ces stratégies, que ces différentes opérations puissent aujourd'hui permettre au Mali de se galvauder, de pouvoir vivre d'ici quelques jours ou alors dans un futur très proche, une sécurisation, peut-être pas totale, mais en tout cas optimale sur son territoire. Alors on a cité le Niger, le Burkina Faso et puis l'appui militaire russe, que ce soit en hommes ou encore en matériel. Oui, notons que, Madame Pégoudé, même dans un contexte normal, la sécurité n'est pas totalement acquise dans tout pays. Il n'y a aucun pays qui vous dit que de manière sécuritaire, il est sûr à 100%. Or, les Maliens sont en train d'y travailler et il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Vous avez pu remarquer tout récemment, même face aux attaques terroristes, même bien dans d'autres aspects, le Mali a bénéficié du soutien de la Fédération de Russie. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, le Mali parle avec, en pouvant frapper du poing sur la table, c'est parce que une bonne partie des éléments ou alors du matériel utilisé viennent de la Fédération de Russie. Mais surtout, le Mali bénéficie du soutien effectif parce que les images satellitaires, les satellites russes lui permettent de mieux contrôler son territoire. Ce qui décourage, à mon avis, certaines puissances qui auraient la triste idée de vouloir violer le ciel malien, comme c'était le cas il y a cela à peine quelques mois. Mais maintenant, il faut avouer qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a cette coopération avancée entre le Mali et les deux autres États, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Niger. Mais n'oublions pas que le Mali a joué un rôle extrêmement déterminant pour amener ces deux nations, notamment le Burkina et le Niger, à pouvoir coopérer étroitement avec la Fédération de Russie, puisque le Mali avait déjà une coopération avancée avant que les régimes, que ce soit les régimes à Ouaga et à Niamey, n'échangent. Ce qui fait que le Mali a joué un rôle de pont, un rôle de médiateur entre ces différents États et la Fédération de Russie. C'est quoi vous avez remarqué que dans la plupart du temps, étant donné que le Burkina, le Niger était sous sanction, généralement, même le matériel militaire venait d'abord pour le Mali, c'est-à-dire à Bamako. Ensuite, c'était transféré pour certains à l'aéroport de Ouaga et d'autres à l'aéroport de Niamey, ce qui a participé à pouvoir accroître le niveau de sécurité au niveau de ces États-là. Mais maintenant, avant cela, vous savez, dans le contexte, il était extrêmement important. Vous savez, même des soldats sur le front, il faut bien avoir des vivres. Mais quand vous êtes des pays qui devaient faire face à des sanctions ou des personnes
tapis dans l'ombre à Paris, rédige un ensemble de sanctions, vous interdisent même de pouvoir utiliser votre propre argent pour acheter de quoi manger pour la population, et que votre argent qui se trouve à la BCEAO soit gelé, il fallait voir dans quelle mesure continue de nourrir la population. Et sur ces aspects-là, le Burkina a joué un rôle qui était extrêmement déterminant. À plusieurs reprises, il y a eu des centaines, pour ne pas dire des milliers de camions qui quittaient du Burkina Faso pour aller non seulement vers le Mali, mais également vers le Niger. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le côté parler de la chose officiellement, ce n'était que des vivres, mais nous savons que le soutien est au-delà des vivres. Okay. Donc, je pense que le Mali a joué un rôle important pour accroître sa sécurité, mais le Burkina aussi a joué un rôle. Mais maintenant, à côté de cela, vous savez, ces deux États, jusqu'à aujourd'hui, importaient pratiquement la quasi-totalité du carburant qu'ils utilisent pour la consommation domestique et même pour la production de l'énergie. Mais cet aspect-là, Dieu merci, le Niger a un gisement de pétrole qui commence à exploiter et même à raffiner et a pu aujourd'hui, depuis un certain nombre de temps déjà, mettre ce carburant, que ce soit du diesel ou du super, à un prix extrêmement abordable, que ce soit au niveau des Burkinabés ou alors au niveau des Mali. Moi, je pense que ce sont des actes qui, quelque part, on appelle ça en mathématiques les variables corrélatives, c'est-à-dire qu'une telle lien d'interdépendance qui existe entre les variables. Donc, moi, je t'aide avec A, toi, tu m'aides avec B, et vice-versa. Entre nous, il y a une certaine interdépendance et cela participe à accroître le bien-être de la région. Et moi, je pense, pour ma part, qu'on ne peut pas évoquer ces aspects au Mali sans faire allusion à l'AES, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est le président Goïta, c'est le collègue Goïta qui est président de l'AES. Et justement, à la veille de cette célébration d'anniversaire, il y avait aussi la célébration de 1 an de l'AES qui avait été créée le 19 septembre au Niger, officiellement, avec des actes légaux qui vont avec. Et en si peu de temps, quand même, on peut dire qu'il y a des choses qui ont été faites. Tout à l'heure, notre ami de l'autre côté a bien fait d'évoquer cela. Le fait, par exemple, qu'il puisse déjà avoir la volonté de créer une banque d'investissement qui devrait participer à créer des infrastructures d'investissement au niveau de ces trois États-là. Même une banque qui pourra participer à stabiliser, puisqu'en fait, il pourrait bien avoir des projets qui vont encore intensifier les liens entre ces trois États-là. Il fallait bien mettre en place une banque dans ce sens-là. Et vous avez pu remarquer que quand le collègue Goïta faisait son discours bilan l'autre jour, ça passait simultanément sur 3 chaînes de télévision, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina. Et il y a le projet de pouvoir mettre en place une chaîne de télévision dans la région. Parce que n'oublions pas qu'en fait, et ça c'est pour féliciter le travail que vous faites à For You Media, c'est qu'une des plus grandes guerres, c'est la guerre de l'information. Oui, c'est extrêmement important de pouvoir informer non seulement son peuple, de rassurer, de booster le moral des troupes, mais c'est aussi important d'utiliser l'information pour passer des signaux aux colons. Mais il y a un aspect sur lequel je vais pas lésigner, c'est qu'en fait, j'ai été extrêmement fier de remarquer qu'à plusieurs reprises, les autorités du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont eu à frapper du poing sur la table quand les médias mainstream essayaient de sortir du couloir. À plusieurs reprises, je n'ai pas besoin de faire la publicité pour un certain nombre de chaînes que vous connaissez, ont été interdites. C'était jusqu'à aujourd'hui des interdictions parfois permanentes, parfois pour plusieurs mois, et ont été respectées. Et là, si on le met en parallèle avec ce qu'une chaîne de télévision a commis il y a de cela à peine quelques mois, avec le Cameroun, vous avez pu remarquer qu'une chaîne de télévision avait pratiquement affiché une république qui n'existe pas. Trouver rien qu'à voir ce drapeau dans les machines d'une chaîne de télévision, que ce drapeau soit affiché exactement quand c'est le Cameroun qui passe au moment du chant de l'hymne national du Cameroun. C'est extrêmement curieux. Mais jusqu'à cela, on a convoqué personne ici au Cameroun. Je veux dire, même pas un consul, même pas l'ambassadeur. C'est vrai que les dirigeants de la chaîne sont venus au Cameroun, mais qui ne remplacent pas. En réalité, ils devaient pouvoir avoir une protestation ou du moins
cette chaîne devait au moins être sanctionnée. Ça veut dire, c'est pas parce que vous avez volé qu'aujourd'hui vous dites que vraiment je m'excuse, j'avais seulement. Non, on vous sanctionne quand même. Oui. Mais maintenant, dans les pays sérieux, quand vous coopérez avec la justice, on tient compte du fait que vous avez coopéré, ça veut dire que vous avez avoué la faute. Mais ça ne veut pourtant pas dire qu'on va littéralement rien faire. Mais curieusement, on n'a rien vu de sérieux au Cameroun, alors que de l'autre côté, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina ou au Niger, les autorités frappent du poing sur la table. Moi, je pense pour ma part que ce sont des choses à féliciter. Okay. Ce sont des exemples qui devaient pouvoir être suivis sur le continent africain. Merci. Merci.